Bonjour tout le monde. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler des Pokémon. Vous savez, ces petites créatures qui sont capables de vous brûler, de vous foudroyer, de vous geler. Bref, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Bien aujourd'hui, on va essayer d'en générer à partir d'une intelligence artificielle. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais il y a des algorithmes comme Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion qui ont réussi à faire des choses fabuleuses à partir de textes pour les transformer en images. Mais non, on va absolument pas parler de ça aujourd'hui. On va revenir à des choses beaucoup plus fondamentales. C'est-à-dire des choses qui étaient peut-être moins efficaces, mais qui ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. En les voyant, on va pouvoir encore plus apprécier le chemin parcouru. L'idée, c'est un peu comme l'évolution de Darwin. Au début, on a une idée assez simple qui est le réseau de neurones, et on a pu explorer tout un tas de différents algorithmes, qui ont pu en explorer tout un autre tas, qui nous ont permis d'arriver là où on en est en complexité. D'ailleurs, petit aparté, vous avez peut-être déjà vu, mais il y a des scientifiques qui se sont amusés à faire un arbre darwinien de l'évolution des Pokémon. Franchement, c'est pas amusant ça? Bref, revenons à nos moutons. Nous, on va parler d'un type très particulier d'algorithme qui s'appelle les auto-encodeurs. Les algorithmes de machine learning, donc le deep learning, avec les réseaux de neurones, vous avez sûrement dû déjà en entendre parler. En fait, il s'agit des algorithmes qui ont besoin de tout un paquet de données labellisées par des humains pour pouvoir s'entraîner et pouvoir répondre à des problématiques. Et bien l'avantage des auto-encodeurs, c'est qu'ils font partie d'une catégorie qu'on appelle non supervisée à l'inverse de la supervisée des réseaux de neurones classiques. Dans ce cas-là, on n'a pas du tout besoin de ce label. L'idée, c'est de pouvoir, à partir des images existantes, trouver des éléments qui font partie de ces images, qui vont apprendre par exemple ce qu'est un chien. Un chien a une queue. Et bien l'idée, c'est de pouvoir, ce qu'on appelle embarquer cette information dans un encodeur qui va nous permettre à terme de pouvoir générer des nouvelles images. Alors pourquoi on parle des auto-encodeurs, vous allez me demander? Eh bien c'est assez simple, c'est que c'était l'une des premières briques qui nous permettent d'arriver aux algorithmes modernes, qui nous permettent avec le texte de générer des images. Bien sûr il y aura d'autres types d'algorithmes, mais pour l'instant on va se concentrer sur ceux-là parce qu'ils sont pas si évidents que ça à comprendre et ils donnent de bons fondamentaux sur la compréhension des réseaux de neurones. En fait tout est plus ou moins une histoire d'espace. L'idée c'est d'avoir une intuition derrière tout le chemin parcouru. Je laisserai des petits documents en dessous pour les plus curieux d'entre vous. Vous inquiétez pas. Allez c'est parti. Prenons un chien. Un chien, intuitivement, on sait tous ce que c'est, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Mais la question va se poser, comment on va pouvoir faire comprendre à un réseau ce qu'est un chien? Et bien lui, il faut comprendre comment ça fonctionne. On lui donne un chien et on imagine plein d'axes. Chacun de ces axes va représenter une caractéristique de notre animal, avec un curseur qui va représenter plus ou moins cette caractéristique. On peut s'imaginer par exemple la taille de la queue, est-ce qu'il a un museau, la couleur de son poil, sa hauteur, etc., etc. Chacune de ces axes va représenter ce qu'on appelle une dimension, comme les dimensions dans lesquelles on peut évoluer nous, humains, c'est-à-dire en 3D, mais là, il faut s'en imaginer une multitude. Mais de là se pose un problème, parce que quand le nombre devient trop grand, eh bien on a un problème qu'on appelle la malédiction des dimensions. Je vous laisse regarder dans les liens en commentaire pour avoir un détail un peu de ce que ça peut être. Mais bien c'est ça. En fait, il suffit de les réduire, vous allez me dire. Mais la question, c'est comment? Parce qu'on peut pas les réduire n'importe comment. C'est là que les réseaux de neurones ont proposé une solution suivante. Prenons deux réseaux. L'un, qu'on va appeler l'encodeur, l'autre, qu'on va appeler le décodeur. L'idée est la suivante. Si on prend X qui représente des données initiales dans un espace très grand, qui va être au nombre de n, c'est-à-dire le nombre de dimensions de cet espace. L'objectif de l'encodeur va être de réduire cette dimension, qu'on appellera Rn, et de la mettre dans un nouvel espace, qui lui sera beaucoup plus petit, qu'on va peut-être appeler Rm, avec ce M qui sera beaucoup plus petit que ce N. C'est ce qu'on appellera l'espace latent. Par la suite, le décodeur de ce nouvel espace va lui chercher à reconstituer l'image d'origine, ce qui lui permettra de décoder l'espace latent. L'objectif principal de la réduction de dimension est donc de trouver la meilleure représentation de paires au sein d'une certaine famille. C'est-à-dire que le réseau va chercher à transformer X à partir de EX pour le retransformer en X en utilisant DEX. L'objectif est assez important puisqu'il faut garder le maximum d'informations à partir de l'encodage avec le minimum de pertes lors de la reconstruction. Dans ce cas-là, on va utiliser une formule qui va chercher à diminuer l'erreur entre X, notre image d'origine, et la reconstruction DEX. C'est comme ça que le réseau fonctionne. On lui donne une image en entrée, il va la réduire et il va essayer de la reconstruire. Alors au début, l'image elle est ignoble, ça fait du bruit. Mais plus l'entraînement et plus il a d'images, et plus il va être capable d'ajuster les petits paramètres qu'on a pu voir au début pour trouver les bonnes combinaisons pour obtenir un bon espace latent.
j'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien suivi jusque-là. Maintenant, on va essayer de faire le lien entre réduction de dimension et le problème de génération. Et là, vous allez me dire, mais t'es con, tu viens de nous dire qu'il a pu reconstruire les images, il suffit juste de donner un truc que t'as généré toi-même aléatoirement de ton espace latent dans le décodeur, et paf, magnifique, ça fait nos images. Et là, moi, je te répondrai, que nenni, ça ne marche pas comme ça, et ça c'est bien dommage d'ailleurs. En théorie, ça pourrait marcher, mais uniquement si notre espace est bien organisé. Le problème, c'est que notre auto-encodeur, lui, il permet pas du tout de faire ça. La régularité de l'espace latent de l'auto-encodeur, lui, est un point difficile à obtenir, et qui dépend principalement de notre distribution de données dans l'espace d'origine. Et il est pratiquement impossible de s'assurer, a priori en tout cas, que l'encodeur l'organise correctement cet espace. C'est-à-dire qu'il met tous les bons points et tous les paramètres au bon endroit. Et en faisant ça, et bien, vu qu'on ne sait pas, et que la plupart du temps c'est pas du tout le cas, et qu'on imagine de prendre un point dans cet espace aléatoire nouvellement encodé, et bien la plupart du temps, on tape à côté. Et il est là le grand problème. À moins bien sûr d'avoir régularisé explicitement notre espace. Et c'est là qu'on en vient au troisième point. Par définition, un VAE, c'est un auto-encodeur auquel on a ajouté un petit V au début, qui veut dire variationnel. En fait, c'est un auto-encodeur dont l'apprentissage est régularisé, comme on a pu le dire juste avant, afin d'éviter le surajustement et de garantir que l'espace dont on a parlé, cet espace latent, possède de bonnes propriétés permettant un bon processus génératif, c'est-à-dire qu'on puisse créer des images. Vous avez compris le principe maintenant. L'architecture reste globalement la même, on ajoute simplement un élément en plus, c'est-à-dire qu'à la place de l'encodeur de ces petits points qu'on met au milieu, on va essayer de trouver une distribution de nos données. C'est cette distribution qui va permettre d'avoir un espace mieux organisé. Chaque chose va être à sa place, comme dans une chambre bien rangée, on va dire. Donc dans l'idée, on a en plus une entrée codée comme une distribution sur l'espace latent, un point de l'espace latent qu'on échantillonne, et enfin, le point est décodé et l'erreur de reconstruction calculée comme dans l'auto-encodeur classique. Alors bien sûr, là, je te parle de régularisation, je te parle de plein de choses, je parle même pas de maths, pour éviter de te perdre, parce que toi-même tu sais, mais on va essayer de comprendre la logique derrière. Et en plus, je suis là pour toi pour guider. Donc dans notre cas, l'espace latent attendu doit avoir deux propriétés, c'est-à-dire la continuité et l'exhaustivité. Tu vas le voir à l'image pour que ce soit un peu plus visuel pour toi. Si on avait juste besoin de ces distributions, tu pourrais dire, bon bah c'est très bien. Mais ce n'est pas du tout suffisant, il faut le terme de régularisation dans la comparaison des deux images pour pouvoir que notre distribution retombe au bon endroit. On appelle ça la KL loss, et c'est ce petit élément en plus qui se rajoute, tu vas le voir à l'écran, qui permet justement que nos deux distributions finissent par devenir bien organisées. Et en fait, c'est ça qui évite le surajustement. T'as compris maintenant le principe ? Enfin bref, pour conclure, on peut observer que la continuité et la complétude obtenue avec la régularisation a tendance à créer un gradient, et puis des points disparates dans notre espace. Et c'est ça qui fait que l'encodage est bien réussi, et c'est ce qui permettra à terme, en allant piocher dans ces petites zones de gradient, la future image qu'on voudra générer. Je vous ai expliqué un peu comment ça marche, mais vous étiez là à la base pour voir des Pokémon générés par mon IA. Bon bah les voilà. C'est immonde, n'est-ce pas hein ? Bah c'est normal, on pouvait pas faire mieux avec ce qu'on avait. Des images beaucoup trop complexes, et même si notre entraînement a été bien fait, puisque les images ont été bien reconstruites par rapport à celles d'origine, donc on peut considérer que notre modèle a plutôt bien en appris ce qu'on lui avait demandé d'apprendre, et bien la performance en elle-même, elle permettait pas de créer des êtres aussi complexes et aussi divers que pouvaient être des Pokémon. Et c'est assez intéressant de voir ça, parce que quand on le compare avec des images par exemple de Stable Diffusion, quand on lui demande de créer des nouveaux Pokémon, quand on regarde la qualité que ça peut avoir, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Et j'espère vous en parler dans d'autres vidéos pour continuer à apprendre et à comprendre ce qu'on connaît dès à présent. Voilà, c'est tout pour moi.